Voilà, on a reçu les informations de la DNCG concernant les finances de l'Olympique de Marseille sur la saison 2022-2023. Donc c'est le moment du bulletin des finances de Tresse Pichado. Vous allez voir l'état des finances. Comme d'habitude, les chiffres sont en milliers d'euros, sauf mention contraire. Et vous verrez que les sources sont disponibles sur le site de la LFP, à la page DNCG rapport, comme d'habitude. Donc, quand je regarde ces chiffres dans le détail, et en comparant un petit peu à ce qu'on avait fait comme projection l'année dernière, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est largement au-dessus. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a remplacé des revenus qui étaient des aides Covid par des revenus stables. Alors ça, c'est excellent pour la pérennité du club. Donc on est très content de voir ça. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'estimation, elle est dépassée de 30 millions d'euros par une surperformance dans à peu près toutes les catégories. Je me suis trompé un petit peu sur chacun des postes, mais pas beaucoup en fait, pour arriver à ces 30 millions d'erreurs. Je vais vous montrer le détail dans les slides qui suivent. Donc la première chose, c'est que sur les droits audiovisuels, les droits télé, on a eu une performance qui a excédé tout ce qu'on avait eu dans le passé, notamment grâce à la participation en Champions League. Vous voyez qu'en 2021, on avait déjà connu une année où on avait eu 91 millions de revenus sur les droits audiovisuels. Cette fois-ci, on a tout pété, on est arrivé à 95 millions, ce qui nous fait plus 28 millions par rapport à l'année dernière, et plus 4 millions par rapport au record qu'on avait fait en 2021. Donc une excellente année sur le plan des droits audiovisuels. Et moi j'avais prévu 25 millions, donc on n'est pas très loin du compte finalement. Sur les sponsors et la publicité, alors là moi j'avais pas prévu d'augmentation, j'étais resté sur une certaine stabilité dans la mesure où on avait fait un énorme bond l'année précédente et qu'il fallait remplacer Kazoo par CMA-CGM. Donc je pensais qu'on allait avoir une certaine stabilité. Quand je regarde dans le détail, Sportune nous informe que le contrat CMA-CGM est à peu près équivalent à celui de Kazoo, donc la différence de 7 millions d'euros que j'observe ici, elle ne provient pas du contrat CMA-CGM, mais bien de la renégociation des autres contrats. Le club a été très actif en coulisses pour développer un partenariat avec la marque de Jules, le label de Jules, mais également renouveler des contrats existants avec visiblement des augmentations, puisque je crois pas que le contrat de Jules représente 7 millions d'euros. Donc on doit avoir au moins 3 ou 4 millions d'euros qui ont été glanés sur quelques contrats, que ce soit Randstad, Sorare, Asport, Parion Sport. A priori, c'est les principaux candidats pour des augmentations de leur contrat, vu que les autres avaient été renouvelés l'année précédente, comme Puma et Honnête notamment. Donc on suppose qu'il y a eu des renégociations intéressantes de ces contrats de partenariat et de sponsoring. S'agissant des recettes de billetterie, alors là, on avait eu une très mauvaise année Covid en 2021. On a encore fait 10 millions de plus que le record cette année. C'est une année fantastique où on a dépassé les 30 millions de revenus sur la partie billetterie. On n'a plus à subir les effets du Covid désormais. D'autre part, on a récupéré la maîtrise totale de la billetterie du Vélodrome et on en voit les effets. Bravo les supporters. Ça fait un score quand même qui dépasse de 18 millions au total le record d'avant Covid. C'est quasiment le double de ce qu'on faisait à l'époque, c'est fantastique. Alors dans les autres produits hors mutation, ça c'est toujours un peu la boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Il y a eu cette immense hausse, dont vous vous souvenez peut-être l'année dernière, de 71 millions d'euros, que j'avais cherché à vous expliquer à l'époque. On a une baisse qui n'est pas inattendue de 35 millions d'euros, qui correspond à peu près à ce que je vous avais dit l'année dernière. Donc là-dessus aussi, je ne me suis pas trompé de beaucoup. La baisse est un peu moins importante que ce que j'avais prévu, avec moins 35 millions, alors que je crois que j'avais anticipé moins 40, mais c'est grosso modo les mêmes ordres de grandeur que ce que je vous avais annoncé l'année dernière. L'explication, c'est la fin prévue des aides Covid. Et il faut faire attention parce que dans ces 61 millions, il y a toujours 30 millions de paiements par CVC.
ce qui fait que à l'issue de la saison prochaine 2024-2025, on devrait avoir 15 millions de moins sur cette catégorie-là. Et à l'issue de la saison 2025-2026, on devrait avoir 30 millions de moins que ce qu'on a actuellement sur ces autres revenus. Donc il faudra compenser ça par des augmentations des autres revenus. On a vu que ça se passait plutôt bien sur les autres catégories. Si je passe aux charges maintenant, la principale charge du club, comme toujours, c'est la masse salariale. On a eu la période noire, l'époque de JHE, où on avait une masse salariale qui représentait pratiquement 100% des produits hors mutation. Depuis la saison 2022 et de nouveau lors de la saison 2023, on a réussi à atteindre des niveaux de masse salariale qui sont beaucoup mieux maîtrisés à 65% des produits hors mutation, ce qui représente quelque chose qui est tout à fait dans les clous de ce qu'on considère comme étant une bonne gestion pour un club de football. Donc on peut se dire que la masse salariale aujourd'hui, elle est maîtrisée, malgré le fait qu'elle ait augmenté et qu'elle ait atteint des niveaux records. Grâce à l'augmentation des revenus, aujourd'hui, on est à un pourcentage de masse salariale qui est raisonnable pour un club qui est qualifié en Ligue des Champions. Ça fait quand même une augmentation de la masse salariale encore de 12 millions d'euros sur la saison 2022-2023. Et là, il va falloir se poser des questions en termes de qualité de l'effectif. Est-ce que vraiment cet effectif a progressé de 2022 à 2023 pour mériter 12 millions d'euros de plus d'investissement sur la masse salariale? Est-ce que vraiment on est en train d'avoir une masse salariale et une équipe qui est de qualité suffisante à masse salariale égale par rapport à d'autres clubs? Je vous soumets la question. Je pense que j'ai déjà donné mon avis là-dessus par ailleurs, mais aujourd'hui on parle de finances. Donc justement, les charges liées aux mutations, donc ça c'est les questions qui sont liées au transfert. On a ici les amortissements des indemnités de mutation qui sont à peu près stables dans la durée. On a vu que avec la fin des gros transferts comme Strootman, Payet qui avait fini de s'amortir aux alentours de 2020-2021, on a eu une baisse et qu'en 2022 du coup on a eu une capacité, une respiration qui nous a permis de réinvestir sur le marché des transferts. Et en 2023, encore une fois, on était en dessous de nos niveaux d'amortissement historiques maximum et à des niveaux qui sont tout à fait raisonnables pour un club qui a un budget de 260 millions d'euros. Cependant, là où on voit l'effet des très très nombreux transferts de Longoria, c'est que sur les honoraires d'agents et intermédiaires, là on a 19 millions d'euros de frais d'agents, quasiment le double de l'année précédente et quasiment le double du record qui avait été établi en 2019. On est vraiment sur des sommes en termes de commissions d'agents qui sont très élevées, qui se comparent néanmoins à d'autres clubs. On peut se dire que par exemple un club comme Rennes a dépensé 18 millions d'euros en commissions d'agents l'année dernière. Donc il ne faut pas non plus y voir de la malveillance ou des mauvaises pratiques de la part de la gestion de Longoria. Néanmoins, sur la quantité de transferts qui est effectuée, ça a forcément une incidence à la fin de l'année sur le montant des honoraires d'agents et intermédiaires qu'on a à verser. Du côté des charges, on a aussi une boîte noire d'autres charges. Donc voici les autres charges quelque part qui ont bien augmenté. Là aussi, on n'avait pas eu d'explication très claire l'année dernière sur ce à quoi pouvaient correspondre ces augmentations de charges. On était passé de 62 millions, qui était déjà un chiffre beaucoup trop élevé à l'époque d'avant Covid, à un chiffre de 80 millions l'année dernière. Ça a été un petit peu réduit cette année à 75-76 millions. Mais ça reste des niveaux qui sont beaucoup trop élevés, à environ 35% des produits hors mutation. C'est beaucoup plus que ce que préconisent les experts en la matière. On devrait être à environ 15 ou 20% des produits hors mutation. Donc on dépense 2 fois trop en autres charges par rapport à un club normalement géré. Il faudrait comprendre pourquoi on n'a pas les explications détaillées. Il y a sûrement des charges qui sont liées à l'occupation du vélodrome, il y a sûrement d'autres charges qu'on ne connaît pas aujourd'hui, comme des charges de développement de la commanderie et de remise à niveau du centre de formation. Mais on n'a pas suffisamment de visibilité sur ces charges-là à mes yeux, et le club devrait mieux communiquer.
Sur le bilan comptable qu'on a aussi pu voir, donc là je vous ai présenté les 3 dernières années de bilan comptable afin de pouvoir établir des comparaisons intéressantes. Comme l'année dernière, je vais essayer de vous montrer les éléments qui me paraissent pertinents à lire dans ce bilan comptable. Notamment, il y a un élément qui paraît très intéressant, c'est l'augmentation des immobilisations d'indemnités de mutation que vous voyez ici, qui ont augmenté de 52 millions dans le courant de cette année. Mais attention, c'est seulement une légère hausse de l'actif net joueur. En effet, si vous vous souvenez du calcul que j'avais fait l'année dernière, bon, il faut aussi compter les créances qui, elles, ont augmenté de 31 millions d'euros. Donc, on doit recevoir 31 millions d'euros de paiement sur des joueurs qu'on a vendus. 31 millions d'euros de plus que l'année précédente. Mais on a aussi augmenté nos dettes sur les mutations de manière très significative. C'est-à-dire qu'on n'a pas payé pour les joueurs qu'on a achetés. Cette saison-là, on les a différés à coût de 78 millions d'euros de dettes additionnelles sur les mutations de joueurs. Ce qui fait qu'en net, en fait, on a seulement 3 millions de hausse de l'actif net joueur, ce qui fait pour un investissement de pratiquement 50 millions d'euros net sur le marché des transferts, c'est assez limité comme augmentation de l'actif net joueur, c'est assez décevant en fait. Donc voilà le bilan comptable. Sur le plan de l'investissement de McCourt, on a aussi eu très peu d'investissements nouveaux de McCourt cette année. Vous voyez que les capitaux propres ont diminué sous l'effet du résultat net négatif de l'année qui est de l'ordre de 13 millions. Donc c'est le résultat net qui a été absorbé, qui a absorbé plutôt les capitaux propres. Et on voit qu'il y a un nouveau compte courant d'actionnaires puisque les comptes courants d'actionnaires ont augmenté de 3,5 millions. Comme il n'y a pas eu a priori d'augmentation de capital ni d'incorporation des comptes courants d'actionnaires au capital, on peut en déduire qu'il y a eu seulement 3,5 millions supplémentaires qui ont été investis par McCourt cette année-là sous forme de compte courant, ce qui semble très peu, mais ça s'explique en partie par l'augmentation des dettes non financières, en particulier des dettes sur les mutations de joueurs dont on a parlé, mais aussi des autres dettes qui augmente substantiellement de 37 millions. Et encore une fois, il s'agit d'une boîte noire, on n'a pas d'explication sur ce qui a fait que les autres dettes ont augmenté, vous le voyez, de 63 millions en 2021 à 145 millions cette année, ce qui est absolument énorme. Donc visiblement, il se passe quelque chose à ce niveau-là, il y a un endettement qui s'accumule. Un passif, comme on dit, qui est assez lourd à résorber, mais a priori, c'est pas encore un problème de gestion majeur, puisqu'on voit que les capitaux propres sont encore positifs à la fin de à la fin de la saison 2023. Ce sera probablement plus le cas à l'issue de la saison 2024, compte tenu des résultats sportifs qu'on a pu anticiper. Alors pour ce qui est de la valorisation du club, ce qui est toujours un sujet qui intéresse beaucoup mes auditeurs, attention, c'est toujours des analyses de 13 Pichado. Vous verrez qu'il y a eu des transactions, je vous en ai parlé par ailleurs, c'est un autre sujet, ça c'est le prix qui est affiché dans le document légal que McCourt a obtenu pour pouvoir aller lever du capital. Ici moi je vous parle de mon estimation de ce que ça vaudrait le club si un acheteur et un vendeur devaient se mettre d'accord pour l'acheter ou le vendre. Vous retrouverez la méthode en allant dans la vidéo d'origine, la valorisation du club par 13 Pichado, c'est une vidéo qui doit dater d'à peu près 2 ans aujourd'hui. Donc la position de McCourt, elle n'a pas tellement changé par rapport à l'été précédent, si ce n'est qu'il y a 4 millions supplémentaires, bon j'ai arrondi à 4 millions, d'investissements supplémentaires qui ont été ajoutés pendant l'année en cours. Donc ça mène McCourt au total à juste dépasser les 500 millions d'euros d'investissement, 501 millions précisément. Il a des produits d'exploitation qui s'élèvent désormais à 228 millions d'euros, sans compter les paiements de CVC qui ne sont pas pérennes, et une masse salariale à 65% qui montre un club plutôt bien géré, qui donc va bien se valoriser. On a toujours cette histoire de valeur du stade, valeur de la concession et une décote de stade qui est appliquée d'à peu près 50 millions d'euros. Ça, c'est pas du tout évident que ce soit comme ça, que ce soit valorisé. Ça a été ma meilleure estimation,
à prendre avec des pincettes, mais c'est très difficile de comprendre comment la concession de l'OM sera prise en compte dans la valorisation la valorisation du club. Et on aura également une dette nette négative de 36 millions d'euros, donc une position de cash qui est supérieure au montant de la dette financière du club. Ce qui fait que il y a 36 000 euros de plus qui vont être ajoutés en fait à la valeur de l'entreprise au total. Et donc quand on fait le calcul de combien vaut le capital de McCourt dans cette entreprise-là, on en arrive à des valorisations entre 3 fois et 5 fois les produits d'exploitation, qui me donnent des chiffres entre 670 millions et 1 milliard 126 millions pour la valeur de l'Olympique de Marseille, ce qui indiquerait une plus-value très significative pour McCourt à partir de ces chiffres-là. Et donc là, on comprend que McCourt, cette fois-ci, il est dans une position gagnante, alors que les années précédentes, on se posait un peu la question, et en bas de l'échelle, on était proche du zéro, ou peut-être même avec des petites pertes les premières années. Là, on est dans une position où, avec ces chiffres-là, McCourt, a priori, il sort gagnant. On n'a pas pris en compte en plus les avantages fiscaux dont je vous avais parlé, notamment sur les droits de succession aux États-Unis. On n'a pas pris en compte toutes les opportunités de business et de networking qu'il a pu générer via l'Olympique de Marseille, la bonne communication, les bons réseaux que ça a pu lui générer. Mais contrairement à ce qu'annonce un certain nombre de journalistes, McCourt, il a investi de l'argent, mais il n'en a certainement pas perdu à l'Olympique de Marseille. Selon ses souhaits, il pourrait très bien continuer à investir dans cette voie s'il le souhaite. La valorisation actuelle de l'Olympique de Marseille lui permettrait une plus-value significative si jamais il devait vendre. Et il est encore tout à fait possible pour lui d'investir compte tenu des moyens dont il dispose.